Salam alaikum et bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens tout d'abord à remercier et aussi à féliciter les organisateurs de cet événement pour une organisation, mais vraiment rien à, rien à commenter. Mais je pense que ça sera un événement aussi réussi avec la richesse du programme et la diversité aussi et la qualité des intervenants. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation et votre confiance. Là, je suis invité à vous parler d'une maladie qui fait encore du ravage. Bien sûr, la BPCO, personne n'est épargné de faire face à cette maladie, ce lourd fardeau qui pèse sur la population mondiale. Là, c'est les données de l'OMS de 2022. Et la BPCO, elle est considérée comme étant la 4e cause de mortalité dans le monde, après le Covid, les AVC et les maladies cardiaques. Alors, pour un peu rentrer dans le cadre nosologique de la maladie, la BPCO, c'est une affection pulmonaire, mais pas que, et on va voir ça tout à l'heure. Elle est très hétérogène comparée à d'autres maladies qu'on a l'habitude c'est-à-dire de gérer, telles que la maladie asthmatique, qui est principalement une atteinte des voies aériennes inférieures. La BPCO, pardon, en dehors de son caractère pulmonaire et hétérogène, elle est aussi une maladie systémique, et donc une maladie qui va toucher plusieurs organes à la fois, et le clinicien doit être un peu vigilant devant cette maladie. Il ne doit pas se focaliser ou bien garder son attention uniquement sur l'appareil respiratoire. Alors, elle est marquée par des symptomatologies chroniques, avec des anomalies des voies aériennes, mais aussi des alvéoles, hein, c'est les fameux bulles d'emphysème ou bien le poumon emphysémateux. Et une caractéristique, je ne sais pas, il y a une icône qui s'affiche ici. Pardon. Donc, l'une des caractéristiques qu'il faudrait retenir de cette maladie, et ça c'est un argument qui est purement fonctionnel, c'est un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible. Et pour ceux qui pratiquent la spirométrie, c'est un élément qu'il faudrait toujours le garder en tête pour poser le diagnostic de la maladie. Alors certes, classiquement on connaît que le tabagisme, c'est l'un des principaux facteurs de risque de cette maladie, mais si on voit cette étude qui a été publiée tout récemment sur Lancet, on peut constater que le tabagisme qui est là représenté en bleu, ben, merci, très gentil. Merci. Alors le tabagisme qui est présenté en bleu ici, ben certes, il est le principal facteur de risque de la maladie dans certaines régions du monde, telles que les États-Unis et l'Europe, mais il est moins fréquemment en cause. Et si on voit un peu, on va un peu vers le sud, et ben vous avez là pratiquement la moitié des cas qui sont dus à la BPCO, c'est dû par exemple à la pollution, c'est-à-dire domestique. Donc méfiez-vous, il n'y a pas que le tabac qui est à l'origine de cette maladie, et vous pouvez avoir des malades non exposés au tabac et qui peuvent développer cette pathologie. Alors, comment on développe une maladie chronique, y compris la BPCO, un nouveau concept qui s'installe, un concept qui est ancien mais qui commence toujours à s'actualiser, c'est le fameux concept du gétomique. Alors c'est quoi ce concept? C'est que lorsqu'une personne va développer une maladie, il va y avoir une intervention de 3 facteurs. Il y a le facteur génétique, il y a le facteur génétique qui correspond à la prédisposition génétique. Est-ce que le malade porte les gènes susceptibles de développer cette maladie? Tout en gardant en tête que ce patrimoine génétique peut être modifié si cette personne est exposée à certains facteurs de risque externes. Et ça, c'est la fameuse interaction entre le patrimoine génétique et les facteurs environnementaux. Ajoutez à cela le facteur du temps, c'est-à-dire plus une personne qui est susceptible à une maladie, qui est exposée aux facteurs de risque pendant une certaine durée,
donc elle est susceptible de développer telle ou telle maladie. Donc 3 éléments qui déterminent le développement des maladies chroniques: le caractère génétique, l'exposition environnementale et le facteur du temps. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui a un peu révolutionné la compréhension de la maladie de la BPCO. C'est que lorsque les gens naissent, c'est-à-dire depuis leur naissance, ben on n'en est pas des mêmes capacités pulmonaires ou bien des mêmes capacités respiratoires. Et cette divergence, elle est plus importante vers l'âge de la puberté. Il y a des gens qui deviennent un peu subnormales, il y a des gens qui se développent de façon assez normale, mais il y a des gens qui vont développer une faible capacité respiratoire. Et les plus vulnérables à développer des formes sévères, c'est cette catégorie de patients, c'est-à-dire ceux qui ont une faible capacité respiratoire depuis leur naissance. Et puis l'évolution, bien sûr, elle va dépendre de l'exposition des facteurs de risque. Donc, tout le monde peut être exposé au tabac. Il y a certains patients qui vont développer de la BPCO, mais ceux qui ont déjà de nature de faibles réserves respiratoires, et ça on peut le dépister depuis la naissance, c'est des sujets qui sont plus vulnérables de développer des formes très sévères de cette maladie. Et à partir de ces concepts-là, on ne parle plus de la BPCO d'une seule entité, et d'ailleurs à la définition, on a cité que c'est une maladie hétérogène. Bon, je ne cite pas ça pour les apprendre, mais juste pour avoir une idée, que c'est une maladie très hétérogène. Alors classiquement, on estime que la BPCO c'est une maladie qui est liée à l'exposition au tabac. Il y a des formes de BPCO qui sont dues à des déficits en alpha-1 antitrypsine, qui est une anomalie génétique. Il y a d'autres qui sont dues à un défaut de développement du poumon depuis la naissance. Il y a d'autres qui sont liées à l'exposition à certains facteurs environnementaux. La BPCO, ce n'est pas que le poumon. Gardez-le bien en tête. La BPCO, c'est une maladie multisystémique. Elle peut avoir plusieurs comorbidités. Et c'est ces comorbidités-là qui compliquent un peu le tableau de la maladie et qui font un peu la complexité de la prise en charge de ce fardeau qui pèse lourd et qui est actuellement la 4e cause de mortalité dans le monde. Pourquoi cette notion d'atteinte multisystémique? Mais c'est principalement dû à cette inflammation qui n'est pas uniquement locale au niveau du poumon, mais elle est plutôt systémique. Et donc, pas mal d'organes, ils sont un peu touchés par cette inflammation systémique qui est au début induite par le déclenchement de la maladie au niveau du poumon, mais elle peut toucher plusieurs organes à la fois. Donc, vous pouvez avoir un syndrome métabolique, des dilatations des bronches, surtout des maladies cardiovasculaires. Un BPCO peut développer un cancer au cours de l'évolution de sa maladie, et surtout les troubles du sommeil, y compris le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. J'insiste sur un seul point, c'est les anomalies cardiovasculaires. Le tabac, c'est pas un agent sélectif, c'est-à-dire il ne va pas toucher exclusivement le poumon. C'est une substance toxique qui va pratiquement toucher tous les organes, y compris le système cardiovasculaire. Ajoutez à cela le processus inflammatoire systémique associé à la BPCO, et bien en conclusion, on a un risque cardiovasculaire très important. Et méfiez-vous des patients des patients BPCO qui se présentent chez vous pour une exacerbation, soyez doublement vigilants sur leur système cardiovasculaire. Souvent, il y a soit une anomalie cardiovasculaire qui est associée, ou bien c'est elle qui est responsable de ce tableau à qui vous faites face. Une nouvelle entité, ça c'est juste pour un peu aussi vous le garder en tête, hein, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui commence à s'individualiser petit à petit. On parle plus de pré-BPCO ou bien de prisme. Alors c'est quoi le prisme? C'est des malades qui ont un tableau clinique évocateur de BPCO, ils ont la symptomatologie compatible, la dyspnée, la toux, l'essoufflement, l'effort, il y a de l'emphysème au scanner, mais le critère le plus important pour définir une BPCO, c'est-à-dire un rapport VEMS sur CVF qui est censé être inférieur à 70%, et bien chez ces patients-là, on le trouve supérieur à 70%. Donc il n'y a pas une explication fonctionnelle à ces anomalies respiratoires, et le GOLD et ainsi que les autres sociétés savantes déterminent cette entité comme étant une phase ou bien un stade pré-BPCO. Ils sont très sujets à risque à développer une BPCO au cours de leur évolution. Alors, quelle est la démarche diagnostique? Il n'y a pas de grande nouveauté, hein, c'est-à-dire la dyspnée, elle est toujours le chef-lieu
c'est-à-dire le maître des symptômes, aussi au niveau de la symptomatologie clinique. La dyspnée de la BPCO, c'est une dyspnée progressive, elle est persistante, elle n'est pas paroxystique, et c'est ce qui différencie la BPCO de pas mal de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Donc si vous avez un malade adulte exposé au tabac ou autres facteurs de risque qui présente des dyspnées permanentes, progressives, aggravées avec l'exercice, là oui, il faudrait penser à la BPCO. Si vous n'avez pas ce tableau, le diagnostic de la BPCO reste peu probable. Le sifflement, c'est un signe qui est pratiquement partagé avec pas mal de maladies des voies aériennes. Vous avez la toux chronique, on va dire un mot sur la toux. Vous avez les infections respiratoires à répétition parce que les patients BPCO, à cause de leur inflammation bronchique et aussi à cause de l'emphysème et tout, eh bien, il y a une altération importante de leur système immunitaire local au niveau du poumon et donc ils sont des sujets à développer des infections à répétition. En bas, ça va nous ramener un peu, parler un peu de la vaccination vers les femmes. Et bien sûr, si vous avez un patient qui présente un tel tableau clinique, il faut impérativement rechercher les facteurs de risque, que ce soit des facteurs de risque évidents tels que le tabac, l'exposition professionnelle, ou bien tout ce qui est génétique. Alors pour la toux, je ne vous demande pas d'apprendre ces tableaux, mais un peu d'être vigilant sur ce point-là. Les causes de la toux sont multiples, elles peuvent être intrathoraciques et extrathoraciques. Ces symptômes peuvent être, ces anomalies-là peuvent être associées à la BPCO, mais elles peuvent être des causes indépendantes d'une toux chronique chez vos malades. Donc, soyez vigilants et faites la part des choses quand vous êtes devant un malade qui présente une toux chronique, même s'il est tabagique. L'élément le plus important chez les patients BPCO, c'est le diagnostic différentiel. Parce que quand on va poser le diagnostic de la BPCO, on va mettre le malade sous bronchodilatateur, qui est le traitement de base. Mais on va le condamner et tout ce qu'il va y avoir après comme altération de la fonction respiratoire et de l'état général, on va le mettre sur le compte de la BPCO. Alors si on rate un autre diagnostic sous-jacent, on risque de donner le temps à une maladie sous-jacente pour progresser. Bien sûr, les principaux diagnostics différentiels, ça reste l'asthme, l'insuffisance cardiaque congestive et les bronchectasies. Vous êtes bien familiarisé avec, familier avec ce type de maladie. Je ne détaille pas c'est-à-dire les facteurs, les éléments cliniques. Il y a d'autres maladies. Il y a la tuberculose qui parfois elle mime une maladie respiratoire chronique non infectieuse. Parce que parfois c'est-à-dire le syndrome infectieux, il est peu évident. Le malade, parfois, il sous-estime cette notion de perte de poids. Et on peut négliger ou bien passer à côté d'une tuberculose. Et c'est pas rare, hein, on reçoit pas mal de malades qui sont traités à tort pour des asthmatiques, des BPCO, alors qu'en fait c'est de la tuberculose. L'OMS, dans ses guidelines, elle préconise de rechercher la tuberculose devant toute toux, un tableau de toux chronique ou bien une toux qui dépasse les 15 jours. Donc soyez vigilants. Il y a d'autres maladies qui sont peu fréquentes dans notre secteur, telles que les bronchiolites oblitérantes, qui survient principalement chez les patients qui ont des greffes pulmonaires, les greffés pulmonaires, qui se manifestent avec des zones de verdipolie, surtout à l'expiration, et cette bronchiolite diffuse, qui est aussi une maladie rare chez nous, elle est plus fréquente chez les Asiatiques, et qui se manifeste principalement à l'imagerie par des micronodules type centrolobulaire. Après avoir évoqué le diagnostic de la BPCO devant un tableau clinique, exclut les diagnostics différentiels, et ça c'est une étape très importante, à ce niveau-là, on passe bien sûr à la spirométrie. On ne va pas détailler les critères, mais il faut bien réaliser sa spirométrie, faire son test de réversibilité, et bien sûr interpréter les tracés, que ce soit la courbe volume-ton ou bien la courbe début-volume, selon les guidelines ou bien les recommandations internationales. D'accord ? Ça, c'est une courbe, juste à titre schématique, hein, ça, c'est une courbe d'un sujet normal. Ça, c'est le volume de l'air qui va expirer, ça, c'est le temps. D'accord? Là, on est à 6 secondes, donc idéalement, il faut faire expirer votre malade pendant 6 secondes et mesurer le volume de l'air qu'il va expirer. Vous avez, bien sûr, des valeurs qu'on peut les comparer avec des valeurs normales ou bien utiliser d'autres formes de référence. Et ça, c'est un sujet qui a une obstruction bronchique. Là, on a la première seconde, hein, le VMS, qui est c'est-à-dire d'une façon significativement plus bas. Ça, c'est juste à vue d'œil. Hein.
sans lire les chiffres, on peut évoquer une obstruction bronchique, c'est-à-dire juste en faisant une bonne analyse de l'aspect schématique des courbes. Mais il faudrait toujours réaliser ce qu'on appelle le test de réversibilité. Donc, si vous avez un malade, vous avez un trouble ventilatoire obstructif, c'est-à-dire un rapport VMS sur capacité vitale inférieure à 0,7 ou bien à 70%, on donne des bronchodilatateurs, il y a plusieurs protocoles, et puis on refait le test, et si on n'a pas de réversibilité et le rapport VMS sur CVF reste toujours inférieur à 0,7, là on est devant un diagnostic certain ou bien formel d'une BPCO. Si vous avez un rapport qui est supérieur à 0,7 ou bien d'emblée, lorsque vous faites le test initial sans donner des bronchodilatateurs, vous avez un rapport supérieur à 0,7, le diagnostic de la BPCO reste peu probable, mais si vous avez un tableau clinique très compatible, il pourrait s'agir de ce qu'on appelle le prisme, c'est-à-dire une BPCO avec un ratio préservé. Pourquoi la spirométrie? Un, pour le diagnostic, mais aussi ça permet d'évaluer la sévérité de la maladie et éventuellement réajuster votre attitude thérapeutique au fil du temps. D'accord? Et également, et ça c'est aussi important, c'est un facteur prédictif de mortalité, c'est dépister rapidement le déclin rapide des patients BPCO. Alors il est préférable de réaliser, et ça c'est les recommandations GOLD, c'est-à-dire c'est la société savante qui travaille beaucoup sur la BPCO, il est préconisé de réaliser la spirométrie au moins une fois par an chez les patients BPCO. Et puis, il y a cette classification GOLD qui permet un peu de déterminer le degré de sévérité de l'obstruction bronchique, et c'est un facteur pronostic qu'on va utiliser plus tard pour faire une évaluation globale de la maladie. Il y a des échelles, hein, parce que parfois, vous avez le trouble ventilatoire obstructif qui est évident à la spirométrie, mais parfois, vous avez un trouble ventilatoire obstructif qui peut être léger, mais la symptomatologie, elle est importante. Et c'est pour ça que les sociétés savantes invitent les cliniciens à utiliser des échelles d'évaluation de la dyspnée. Parce qu'en fait, le malade, il ne va pas ressentir le VMS, il va ressentir une dyspnée. Et c'est cette dyspnée qui va un peu le gêner dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Et votre rôle, c'est pas de faire une réversibilité de son VMS, mais améliorer sa qualité de vie, améliorer aussi son pronostic. Et donc, prenez toujours les dires du malade et ses plaintes au sérieux. Et parmi les échelles validées à l'échelle internationale pour évaluer la sévérité de la dyspnée, il y a l'échelle MMRC et l'échelle 4 que vous pouvez consulter sur le net et les télécharger. Il y a même des laboratoires qui offrent des livrets pour, c'est-à-dire un peu checker rapidement le degré de sévérité de la dyspnée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est invité à l'utiliser régulièrement chez nos patients. Et après avoir évoqué le diagnostic, fait la spirométrie, évalué la sévérité de l'obstruction bronchique, et là, on fait une évaluation globale. Donc l'évaluation globale, c'est ça. C'est la troisième étape. Et ça, c'est l'une des nouveautés des recommandations GOLD, hein, de la BPCO, c'est qu'on ne prend pas uniquement en considération le degré de l'obstruction bronchique, mais deux éléments qu'on doit prendre en considération et de façon très importante, le nombre d'exacerbations que fait le malade durant l'année précédente et la perception de sa dyspnée, hein, soit l'échelle MMRC qu'on a citée tout à l'heure ou bien l'échelle 4. D'accord? Et à partir de ça, on met le malade dans une case. Et c'est à partir de cette classification qu'on peut initier une catégorie de traitement pharmacologique. Donc ça doit être fait d'une façon un peu routinière et avec le temps, on s'y habitue rapidement. Donc je pose le diagnostic, j'exclus les diagnostics différentiels, je fais ma spirométrie, surtout avec un test de réversibilité, et puis le reste, c'est juste un interrogatoire. Pardon. Et je dois classer mon malade. Si le malade a fait durant l'année précédente 2 exacerbations modérées, c'est-à-dire des exacerbations qui ont amené à prescrire des médicaments et surtout de la corticothérapie, voire des antibiotiques, ou bien il a été hospitalisé pour une exacerbation de BPCO, il est à ce niveau-là. Donc, quel que soit le niveau de la dyspnée, c'est un E. Et si le malade fait moins d'exacerbations au cours de l'année précédente,
et bien là, on va un peu voir son côté de perception de dyspnée ou bien de la dyspnée et son retentissement sur sa vie quotidienne. Donc, on est entre une dyspnée faible, c'est-à-dire catégorie A, ou bien une dyspnée un peu élevée, et là, on est dans la catégorie B. Et l'initiation du traitement chez les patients BPCO, il est principalement basé sur ces trois catégories. L'imagerie, elle est très importante. N'hésitez pas à demander ou bien à réaliser des scanners chez vos patients BPCO. Certes, ça fait partie de ce qu'on appelle le bilan lésionnel de la maladie, parce que les BPCO, il y a des phénotypes, surtout c'est des malades qui ont de l'emphysème pulmonaire, mais il y a aussi le risque de développer un cancer bronchique, et donc ça fait partie de votre, ce qu'on appelle, et c'est la tendance actuelle depuis quelques années, le dépistage précoce du cancer du poumon. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire votre scanner chez vos patients. Si le malade a des contre-indications, vous n'êtes pas obligé d'injecter le produit de contraste. Faites juste un scanner sans injection et vous allez voir un peu avoir une idée sur les dégâts qui sont à l'intérieur de son poumon. Le scanner, ça permet aussi un diagnostic différentiel. Ça permet de proposer d'autres alternatives au traitement pharmacologique parce qu'elles sont nombreuses, y compris ce qu'on appelle la réduction du volume pulmonaire. Dans ce cas-là, on peut par exemple suggérer une résection de cette bulle et ça va permettre de mieux ventiler le lobe inférieur gauche de ce malade. Ou bien, il y a quelque chose qu'on appelle la pneumologie interventionnelle. On peut mettre ce qu'on appelle des valves à l'intérieur des bronches chez ces patients. Et ces valves ont une direction ou bien une trajectoire unidirectionnelle. Ça va permettre de faire sortir de l'air et il ne rentre pas. Et avec le temps, les bulles d'emphysème, elles vont s'affaisser petit à petit. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas un scanner. Donc, diagnostic différentiel, réduction du volume, discuter des éventualités de réduction du volume et surtout, le dépistage du cancer du poumon. Et plus on dépiste le cancer du poumon précocement, mieux est le pronostic de notre malade. Là, on passe au volet thérapeutique. Contrairement à l'asthme, parce que si vous traitez un patient asthmatique, là, vous attendez une amélioration quasi complète. Et les débats actuels chez les experts, c'est que vraiment, est-ce qu'on a le droit de parler de rémission de la maladie asthmatique tellement on a des résultats un peu spectaculaires. Mais chez les BPCO, ce n'est pas le cas. Les BPCO, vous allez juste agir sur la réduction du symptôme et surtout réduire le risque d'un mauvais pronostic. D'accord? Donc vous allez agir principalement sur la symptomatologie, c'est pour ça qu'on doit l'évaluer depuis le début de la maladie et prévenir le risque de mauvais pronostic. On va voir ça comment. Alors, d'une façon très schématique, on va diagnostiquer un malade, faire une évaluation initiale, c'est-à-dire on va faire son VMS, la symptomatologie grâce à l'échelle de 4 ou bien la MMRC, voir l'histoire de ces exacerbations et c'est grâce à ça qu'on arrive à le classer en A, B et E, d'accord? Il y a deux éléments qu'il faudrait aussi les faire, on ne le fait pas malheureusement en routine. Il y a, bon, bien sûr, le statut du tabagisme, mais aussi le dosage des éosinophiles. Et ça, essayez de le faire d'une façon un peu routinière chez vos patients, en dehors, bien sûr, des exacerbations. Ça ouvre une nouvelle fenêtre d'espoir chez ces patients. On va voir ça vers la fin. Et puis, on doit commencer la prise en charge thérapeutique. La prise en charge thérapeutique, ce n'est pas le traitement pharmacologique exclusivement. C'est l'aide à l'arrêt du tabac, c'est la vaccination, c'est l'encourager à faire une bonne activité physique d'une façon régulière, améliorer sa qualité de vie, le traitement pharmacologique entre autres, apprendre le malade à s'autogérer, le self-management. Le malade, il doit être acteur dans sa prise en charge, il ne doit pas être juste un consommateur. D'accord? Et un point très très important, rechercher et traiter les comorbidités. La BPCO, ce n'est pas l'asthme, ce n'est pas les bronchiectasies, c'est une maladie qui peut être multisystémique. Donc soyez très vigilants. Et puis bien sûr, on doit revoir le malade et ajuster le traitement selon l'évolution de la maladie. Avant de passer au volet pharmacologique, j'insiste sur la vaccination. Donc habituellement, on est habitué à la vaccination antigrippale chez des sujets âgés, antipneumocoque chez certains patients. Et là, on va voir les recommandations des sociétés savantes. Il n'y a pas que ça. Bon, il y a l'antigrippal de façon annuelle, le SARS-CoV-2, bon, j'ai mis quelques points d'exclamation, c'est toujours débattu. Il me reste combien de temps? 3 minutes, parfait. Mais il y a aussi la vaccination antipneumocoque, que ce soit par le PC21 ou par le PCV20, le VRS,
Le vaccin de la coqueluche aussi qui s'invite dans le panel de la vaccination chez les patients BPCO et éventuellement contre le zona. Tout ce panel-là, il est souhaitable d'offrir ce panel de vaccination à vos patients BPCO pour assurer une meilleure qualité de vie. Alors, juste le slide de l'initiation thérapeutique, vous avez pu apprendre, bien connaître, découvrir pour ceux qui la voient pour la première fois, la classification A-BE de la BPCO. Et votre option thérapeutique, elle dépend de la classification, bien de la catégorie ou bien du groupe de votre malade. Hein. Si le malade il est du groupe A, il n'est pas très symptomatique, il ne fait pas beaucoup d'exacerbations, vous pouvez donner n'importe quel bronchodilatateur. S'il devient plus symptomatique, c'est-à-dire il est plus dyspnéique, mais il ne fait pas beaucoup d'exacerbations, vous pouvez donner des bronchodilatateurs type bêta-2 adrénergique de longue durée d'action et anticholinergique de longue durée d'action. Hein, elle est là-bas, là. La même chose pour le groupe E, sauf que si vous avez un malade qui a un taux d'éosinophilie supérieur à 300 par millimètre cube, là vous pouvez ajouter de la corticothérapie inhalée comme troisième traitement additif. Donc la corticothérapie inhalée, bien sûr, associée à 2 bronchodilatateurs anticholinergiques et bêta-2 adrénergiques, n'est indiquée que chez les patients exacerbateurs, surtout avec un taux d'éosinophilie supérieur à 300. Donc, il est souhaitable de doser les éosinophiles dès le début de votre diagnostic. L'oxygénothérapie, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment mesurer la gazométrie ou bien les gaz du sang artériel en dehors d'exacerbation. Si vous n'avez pas la gazométrie à votre disposition, la société Gold vous propose aussi de mesurer la saturation en oxygène. Si elle est inférieure à 88, là, votre malade peut être sujet à une oxygénothérapie. Rapidement, je termine par ce slide. L'inflammation au niveau des larves bronchiques, elle diffère d'un sujet à un autre, hein, selon la maladie. Chez les patients BPCO, elle est principalement type 1, c'est-à-dire elle est médiée par les neutrophiles. Chez les asthmatiques, c'est principalement le type 2, mais il y a une bonne partie, un pourcentage non considérable plutôt, de patients BPCO qui ont ce type d'inflammation médiée par certains médiateurs inflammatoires, principalement les interleukines 4, 5 et 13, d'accord, qui sont la cible d'un traitement de biothérapie qu'on utilise régulièrement dans la maladie asthmatique. Ça, c'est les essais, les études randomisées contrôlées pour valider l'utilisation de la biothérapie chez les patients BPCO, mais à condition qu'ils soient de profil type 2. Alors, comment dire si c'est un type 1 ou type 2 ? Ben, on dose les éosinophiles dans le sang ou bien dans la sécrétion bronchique, éventuellement le dosage des immunoglobulines E, les IgE sériques. D'accord ? Si le malade s'avère un profil type 2, il est toujours exacerbateur malgré un traitement optimal, là on peut discuter l'instauration de la biothérapie. Celui qui va être disponible en Algérie, c'est l'interleukine 4 et interleukine 13, c'est le dipilimab, qui va bientôt être disponible dans les CHU. Et donc si vous avez des malades BPCO, exacerbateurs, qui ont de l'éosinophilie dans le sang, ben, si vous pouvez doser les IgE, pourquoi pas. Et donc, dans ce type de patients, ils peuvent être candidats à la biothérapie. Et les résultats ici, dans cette étude randomisée contrôlée, l'étude Boreas, mais aussi l'étude Motus, ont démontré une réduction de 34% des exacerbations sévères chez ce type de patients. Donc, je passe et je termine par la conclusion, c'est que la BPCO, c'est une maladie fréquente, elle est hétérogène, souvent de mauvais pronostics, mais elle reste toujours évitable. Il faut agir sur le sevrage tabagique, il y a des facteurs de risque qu'on peut prévenir. Le diagnostic précoce permet une prise en charge, et la prise en charge optimale permet bien sûr d'améliorer le pronostic. Heureusement, il y a pas mal de nouveaux outils diagnostiques, mais aussi thérapeutiques, qui permettent de réduire significativement l'impact de la maladie. Je vous remercie. Merci, professeur Bentata, pour ces éclaircissements et ces informations assez utiles et nécessaires. J'appelle Dr Gassem pour lui remettre son attestation. Et rappel pour la salle, préparez vos questions jusqu'à la fin de la session qui contient 5 communications.